Donc il sera question effectivement de variété nationale, ou plutôt des relations entre les différents eugénismes, puisqu'il n'y a pas un mouvement eugénisme dans l'Europe de l'entre-deux-guerres ou les États-Unis, mais une variété d'eugénismes qui vont se décliner de façon assez contrastée d'un pays à l'autre. Et c'est sur cette question ou cette notion que je voudrais vous entraîner aujourd'hui, en privilégiant la configuration française. Alors pour cela, pour introduire un peu cette spécificité, je voudrais partir de 3 citations qui feront peut-être le lien avec ce que Benoît Massin a présenté lors de la précédente séance consacrée à l'eugénisme nazi. La première citation, c'est celle d'un texte écrit par une des grandes personnalités de la Société française d'eugénique, qui était Émile Toulouse, un texte qui date de 1933. Donc juste l'année de la prise du pouvoir par les nazis, et ce texte s'appelait « Hitler défend aux tarés d'avoir des enfants ». Il s'agissait d'un texte publié dans une revue de vulgarisation scientifique qui s'appelait « Je sais tout », qui a eu une certaine postérité ensuite. Et Émile Toulouse écrivait la chose suivante. « On pourrait de même créer des dispensaires qui pourraient pratiquer la stérilisation. Si elle est légitime pour des raisons médicales, soit à la demande des intéressés, soit pour des raisons graves d'intérêt public. » Entre parenthèses, tare héréditaire, physique et mentale, impulsion criminelle, ou pour des raisons d'ordre sexuel, dont la liste serait établie après avis des sociétés médicales compétentes. Donc un texte portant un regard plutôt sympathique sur l'expérience allemande en cours au même moment. Le deuxième texte est écrit par Charles Richet, grand physiologiste, lui aussi membre de haut rang de la Société française d'eugénique, et qui en 1922, au titre de celle-ci, coordonne la publication d'un ouvrage qui s'intitule « Eugénique et sélection ». Et dans cet ouvrage, Charles Richet a un chapitre à lui qui s'intitule « La sélection humaine ». Et là, je vous lis 2 petits extraits de ce texte. Premier extrait, « Une famille de dégénérés s'est constituée ». Donc, ça vient après une série de paragraphes expliquant l'histoire pathologique d'une famille particulière. Donc, une famille de dégénérés s'est constituée. Celle-ci va introduire de mauvais germes dans toute la race. Mal irréparable, car les demi-dégénérés, issus de ce couple fâcheux, se distingueront à peine des individus normaux, mais ils verseront dans le sang des générations à venir des difformités, des chétivités, des laideurs qui, gagnant de proche en proche, détermineront dans la race qu'ils déshonorent la difformité, la chétivité et la laideur. Un peu plus loin, Charles Richet reprend « La société a le droit strict d'arrêter cette descendance viciée et vicieuse. Il est très simple d'exiger, pour l'autorisation au mariage, non pas le banal certificat d'un médecin complaisant, mais la décision d'une commission de contrôle, jugeant avec plus de sévérité encore que nos conseils de révision militaire. On exclura ainsi les syphilitiques, les alcooliques, les épileptiques, les tuberculeux, les rachitiques, ceux ou celles qui n'auront pas la taille ou la force musculaire suffisante, ceux ou celles qui ne seront pas en état de lire, écrire ou compter. On exclura rigoureusement ceux ou celles qui auront subi plusieurs condamnations judiciaires, car il est tout à fait inutile de perpétuer des familles de criminels, de rachitiques ou d'imbéciles. Donc, dans ces 3 citations, dégénérescence de la race, sélection impitoyable, stérilisation, contrôle médical des reproducteurs, a priori, on a là un paysage, des notions, des concepts peut-être, en tout cas un vocabulaire que tout semble rapprocher de ce qu'était l'idéologie des zélateurs allemands de l'hygiène de la race et de la politique eugénique mise en œuvre par les nazis. À suivre ces citations, et on pourrait en accumuler toute une série d'autres, finalement, on pourrait dire que l'eugénisme est toujours l'eugénisme. On y retrouve les mêmes thématiques, les mêmes ambitions,
les mêmes caractérisations rapides, donc qui vont combiner la dénonciation de l'hérédité mauvaise à l'idée de sélection des populations, le contrôle autoritaire de la reproduction, bref, une série de paramètres constants qui irrigueraient l'ensemble des textes, qu'il s'agisse de textes produits en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France ou aux États-Unis. Donc les 4 pays où, d'une certaine façon, cet eugénisme aura le plus de visibilité à la fois sociale et politique. Pourtant, à l'encontre de cette idée d'une permanence, d'une unicité, d'une sorte d'uniformité des eugénismes, plusieurs historiens ont soutenu la thèse selon laquelle il y a bien une variante française de l'eugénisme. Et qu'un de ces traits distinctifs a, paradoxalement, pour ce que l'on attend en matière d'eugénisme, un de ces traits distinctifs a été le peu d'intérêt pour les mesures de sélection. Alors, un eugénisme français a ou peu sélectif, c'est en particulier la thèse que défend dans un ouvrage qui est probablement resté l'un des plus intéressants en la matière, c'est la thèse que défend William Schneider dans Quality and Quantity, donc, qui est paru il y a déjà de nombreuses années à Cambridge University Press. Et dans ce livre, William Schneider s'écartait du type d'analyse que je viens de vous proposer en introduction à la conférence d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'accumulation d'un certain nombre de citations, de références à des textes considérés comme emblématiques et émis à un tel ou tel moment par l'un ou l'autre des protagonistes de la société française d'eugénie. Donc William Schneider a entrepris dans son livre de retracer ce qu'était le mouvement eugéniste comme collectif, qui était membre de la Société française d'eugénie, qui faisait quoi, et surtout essayer d'en retracer ce qu'ont été les pratiques politiques. Et de cette analyse, il tire cet argument de la spécificité ou de la particularité de l'eugénisme français. Et c'est en fait cette même question que je voudrais vous proposer de suivre aujourd'hui. Cette même question tourne autour de plusieurs volets, plusieurs aspects. Premier aspect, quels sont les éléments qui nous permettent de dire qu'il y a bien des variantes nationales de l'eugénisme? Comment peut-on évaluer le jeu des similitudes et des différences, que ce soit entre l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne et la France? Dès l'instant où l'on admet cette idée des variantes nationales, en quoi l'eugénisme français a-t-il été un eugénisme paradoxal, en particulier lorsqu'on le compare à ceux des pays anglo-saxons ou de l'Allemagne? Et dernière question, en quoi ces spécificités de l'eugénisme français ou de l'eugénisme en France ont-elles abouti à un sort particulier pour cet eugénisme? En quoi ont-elles imprégné l'après-guerre et ce qu'on peut appeler la transition de l'eugénisme classique, celui de l'entre-deux-guerres, à la génétique médicale d'après-guerre et du coup à des pratiques qui sont beaucoup plus proches de nos pratiques contemporaines de gestion de la reproduction. Donc ce sont ces questions que je vous propose de suivre à partir d'une approche proprement historique. Là, il sera peu question de philosophie aujourd'hui, mais proprement historique, qui va consister à effectuer 2 comparaisons. Première comparaison entre la France et la Grande-Bretagne. Alors la Grande-Bretagne, pourquoi? D'une certaine façon parce que c'est le pays aux sources de l'eugénisme, et c'est en tout cas celui dont les eugénistes français discuteront le plus abondamment les textes, les pratiques, les initiatives, y compris sur le plan politique, encore plus que du côté des Allemands. Et deuxième comparaison, celle qui se situera dans le temps, la comparaison entre l'entre-deux-guerres et l'après-Seconde Guerre mondiale. Ce pour éclaire la question du rapport entre ancien et nouvel eugénisme, ou pour reprendre l'expression qui a été utilisée en intitulé général à cette série de conférences, le lien entre les anciennes et les nouvelles formes d'eugénisme. Et comme j'ai relativement peu de goût pour ce qu'on pourrait appeler une sorte de pure histoire des idées, ou en l'occurrence de pure histoire des idéologies, je vais vous
proposé d'essayer de comprendre ce qu'ont été les particularités de l'eugénisme français en suivant deux types de pratiques. D'une part, des pratiques de connaissance, parce que la question de l'eugénisme est celle d'un système discursif, d'un système d'exploration de ce qu'était l'hérédité, dans lequel ont été étroitement articulés les savoirs de la transmission héréditaire et les modalités de leur reproduction. Donc un lien fort entre ce que l'on pourrait appeler un mouvement social et des corpus de savoir. Et deuxième type de pratique que j'aimerais suivre aujourd'hui, ce sont les pratiques d'action sanitaire et d'intervention médicale. Parce que l'eugénisme, en particulier dans la configuration française, et ce sera sans doute un des leitmotifs de la conférence d'aujourd'hui, l'eugénisme a été certainement une affaire de biopolitique d'État. La configuration allemande explorée par Benoît Massin en est un témoignage éloquent, mais il a été aussi, et peut-être surtout dans certains pays, une pratique de contrôle médical des pathologies considérées comme héréditaires et une pratique de contrôle plus ou moins poussée de la reproduction. Donc, première étape de cette exploration, que j'aimerais poursuivre en 3 temps. Première étape, la question des origines, la configuration britannique et le point de référence qu'elle va constituer pour nous aujourd'hui pour s'intéresser plus spécifiquement au cas français. Donc, quelques petits rappels probablement qui sont sans doute utiles, mais qui paraîtront peut-être triviaux à certains d'entre vous. Donc, première chose sur, disons, la question des formes de savoir ou des connaissances de l'hérédité qui vont marquer l'eugénisme britannique. Bon, vous savez tous que le terme d'eugénisme a été introduit par Francis Galton, que celui-ci était lié à la famille de Darwin, qu'il a joué un rôle considérable dans le développement de l'eugénisme comme réalité institutionnelle en Grande-Bretagne. Bon, ce que l'on sait moins, ou du moins qu'on a souvent tendance à oublier, c'est qu'au-delà du fait d'avoir fourni un certain nombre de définitions, en particulier celle du terme eugénique lui-même, en particulier la distinction entre une eugénique positive qui viserait au choix des personnes les plus aptes à survivre et à se reproduire, par opposition à une eugénique négative qui serait au contraire celle de la sélection et de l'élimination des non désirables. Donc au-delà de ces définitions, de ces écrits constitutifs de la première tradition eugénique, Galton a été un scientifique de premier plan, un statisticien de premier plan, et l'ensemble de sa carrière entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle présente une forme de synthèse et d'articulation étroite entre activité scientifique et politique. Donc, quelques mots pour resituer cette trajectoire. Bon, Galton est le statisticien que l'on va trouver à l'origine de la corrélation et de toute une série de notions de statistiques qui auront un sort très heureux dans l'entre-deux-guerres. Ces travaux commencent comme hétérologue pour très rapidement toucher les questions de l'hérédité. Et par exemple, Galton va entreprendre une série d'expérimentations sur la transmission des caractères héréditaires chez les pois, que l'on pourrait d'une certaine manière rapprocher des travaux de Mendel 50 ans plus tôt, s'il n'y avait pas une différence fondamentale entre les deux, qui est la vision de l'hérédité qui est défendue par Galton à travers ses travaux. L'enjeu est alors d'observer comment des caractères qui sont avant tout des caractères quantitatifs, en l'occurrence il s'agit de la taille, sont distribués dans les différentes générations. Et pas l'une des manipulations que va par exemple faire Galton va consister à prendre des graines de pois, les calibrer en fonction de leur taille,
et à semer spécifiquement chaque lot de graines homogénéisées par la taille, donc avec des petites, des moyennes, des grosses, distribuées en classes de cette façon-là, pour observer quelle est la variabilité de la taille dans la seconde génération obtenue à partir des semis de ces plantes homogénéisées. Et les calculs de Galton viseront, dans un premier temps, à relier cette variabilité de la génération fille à la taille des graines semées à partir du classement de la génération parente. Et c'est ainsi que Galton inventera le coefficient de corrélation, c'est-à-dire un coefficient permettant d'établir une relation linéaire entre les caractères quantitatifs de ces deux générations. Bon, cette corrélation ou cette régression linéaire, pour reprendre le vocabulaire qui sera aussi celui de l'époque, cette régression linéaire de la taille des enfants sur la taille des parents sera étendue par Galton des pois et d'un certain nombre d'espèces végétales au cas des humains, et à la suite de ses travaux sur cette hérédité quantitative chez les plantes, Galton s'intéressera par exemple à toutes sortes d'autres corrélations, par exemple corrélation anthropométrique entre la taille des différents membres ou des différentes parties du corps chez des individus. Et un des épisodes célèbres de sa trajectoire est sa participation à l'une des premières grandes expositions universelles organisées à Londres à la fin du siècle, dans laquelle Galton tiendra un stand de mesure anthropométrique des visiteurs de l'exposition, stand qui lui permettra de recueillir un ensemble de données qui par la suite déboucheront sur la publication d'une série de travaux sur ces corrélations anthropométriques. Donc une forme d'hérédité dans laquelle le point central est l'idée selon laquelle l'hérédité est d'abord une affaire de distribution d'un très grand nombre de particules porteurs des caractères. Et la distribution de ces très grands nombres de particules justifie le fait que les traits auxquels les naturalistes ou le spécialiste de l'hérédité humaine vont s'intéresser sont toujours des variations continues, des variations quantitatives. Et l'un des items privilégiés de cette forme statistique d'approche de l'hérédité sera la courbe de distribution normale utilisée par Galton lui-même. Une des conséquences de l'accent ainsi mis par Galton et ses successeurs biométriciens sur la variation continue et la mesure quantitative sera une longue controverse qui opposera les biométriciens et eugénistes britanniques aux mendéliens, dans le sens où cette forme d'hérédité continuiste et quantitative sera dans un premier temps perçue comme difficilement compatible avec la manière dont les mendéliens, et avec eux un certain nombre de naturalistes, étudient la transmission héréditaire, en particulier le fait d'opposer de façon binaire et contrastée les différents caractères dominants ou récessifs dont la transmission obéit aux règles de Mendel. Par exemple, pour reprendre les fameuses expériences sur les pois, le fait d'avoir des graines lisses ou ridées, des graines de telle ou telle couleur. Cette opposition entre hérédité statistique et continuiste et mendélisme se soldera toutefois dans les années 30, donc bien après la période dans laquelle travaillait Galton, par une forme de synthèse dans laquelle la question des gènes et de leur distribution seront les thèmes dominants. Donc, première caractéristique de cet eugénisme britannique qui fera suite à Galton, sa dimension statistique et quantitative. Le deuxième volet que nous permet d'aborder la trajectoire et la carrière de Galton, c'est le fait que cet eugénisme britannique sera un eugénisme de classe.
Et pour cela, on peut partir de la façon dont Galton représentait la structure sociale de la société britannique à l'époque où il écrit, par exemple, cet ouvrage qui s'appelle Hereditary Genius, et dans lequel Galton va s'intéresser à la transmission héréditaire des qualités intellectuelles et des aptitudes des hommes de génie, en recueillant toute une série de données sur les familles de musiciens, de mathématiciens, d'intellectuels, bref, de gens doués et dignes d'appartenir à l'élite sociale. Et cette représentation de la structure sociale de la Grande-Bretagne victorienne par Galton, en fait, repose sur ce que cette image introduite par David Mackenzie dans un livre qu'il a consacré à l'histoire de l'eugénisme britannique résume très bien. Elle résulte de la juxtaposition de 3 types de données ou de 3 types d'opérations. La première, c'est ce recours à la statistique avec la courbe normale, donc qui donne la forme générale de cette figure. Et figure qui va d'un côté mettre en place une distribution, donc des fréquences, et de l'autre, une valeur génétique. Donc recours à la statistique, premier élément. Deuxième élément, recours à la classification du social, avec le fait que l'ensemble de la population britannique va être divisé en un certain nombre de groupes ou de catégories sociales. Donc Galton reprend directement les termes à une série d'enquêtes réalisées par des sociologues dans la population londonienne de la fin du XIXe siècle. Et donc on trouvera à un extrême les criminels et les pauvres, à l'autre extrême les professions intellectuelles et les travailleurs indépendants, et entre les deux, dans la moyenne, la classe ouvrière respectable. Donc deuxième temps, une représentation du social dans laquelle la notion de classe joue un rôle fondamental et qui fait là écho à l'importance qu'a dans cette société britannique de la fin du XIXe siècle la question sociale au sens de que doit-on faire des pauvres, quels sont les pauvres méritants, lesquels doit-on secourir, lesquels doit-on accueillir dans des institutions spécialisées. Et troisième temps de cette représentation, celui qui va le lier au darwinisme, à la question de l'hérédité, le fait que cette distribution en classe va être interprétée, lue, perçue comme une distribution des valeurs génétiques. Donc ici, la plus faible du côté des criminels et des pauvres, et la plus forte du côté des professions intellectuelles et indépendantes. Donc une valeur génétique perçue elle aussi comme un continuum, perçue comme quelque chose de transmissible, et c'est le lien entre cette courbe et le livre Hereditary Genius, et qui va conduire Galton à se faire le théoricien de la dégénérescence de la race et de la nécessité des mesures à prendre contre cette dégénérescence. Alors cet eugénisme britannique donc sera, deuxième caractéristique, un eugénisme de classe. Sur le plan institutionnel, il prend en fait forme autour de 2 initiatives dans lesquelles Galton joue encore là un rôle majeur, puisqu'il s'agira tout d'abord en 1907 de la création d'une institution scientifique. Ce sera le Galton Laboratory for National Eugenics, donc un laboratoire d'études de l'hérédité humaine, dans laquelle les statisticiens jouent un rôle fondamental et qui sera un peu l'épicentre de la discipline biométrie en Grande-Bretagne, et qui est installé à University College à Londres. Donc, première initiative institutionnelle. Deuxième initiative institutionnelle, la fondation, en 1908, de l'Eugenics Education Society. Et c'est sur celle-ci que j'aimerais m'attarder quelques instants pour en rappeler quels ont été les principaux traits. Alors, cette Eugenics était d'abord
une société largement dominée par ce qu'on peut appeler les professionnels. Des professionnels entendus au sens de profession intellectuelle, puisque l'on va retrouver dans la société d'eugénique de façon prépondérante, d'une part, des administrateurs, des hauts fonctionnaires de l'administration britannique. On va y retrouver toute une série de scientifiques, en particulier des statisticiens et des spécialistes de sciences sociales. Et on y retrouvera enfin, comme composante liée à ce qu'on pourrait appeler la société civile, on y retrouvera des représentants des grandes organisations caritatives. Le Eugenic Education Society privilégia deux types de rôles et de fonctions. Premier rôle, celui de l'éducation à l'eugénique, donc illustré par ici cette image d'une des expositions itinérantes mises en place par la société et dans laquelle, comme on le voit ici, l'étude de l'hérédité humaine jouait un rôle considérable et on y retrouve, bon, c'est difficilement visible, mais on y retrouve par exemple ici les tableaux présentant les modalités de la transmission mendélienne des caractères. Donc cette première fonction d'éducation. Mais surtout, Eugenics Education Society va tenter de jouer un rôle d'expertise, de conseil ou de pression sur les autorités britanniques. Et en particulier, cela prendra deux formes. D'une part, l'organisation de toute une série d'enquêtes et d'écriture de rapports destinés à faire le bilan de la dégénérescence, du lien entre pauvreté en particulier et hérédité. Et un des traits caractéristiques de la culture de cet eugénisme britannique institutionnel sera ce qu'on peut appeler la culture des pédigrés, c'est-à-dire la pratique de recueil systématique d'histoires de famille dans lesquelles on va juxtaposer à la fois les histoires de maladies, mais aussi des caractérisations sociales. Et par exemple, là, il s'agit de deux types de pédigrés recueillis par Treadgold, qui sera l'un des grands organisateurs de ces enquêtes eugénico-sociales, des pédigrés dans lesquels les phénomènes pathologiques seront pris comme la conséquence de la dégénérescence progressive du matériel héréditaire et de sa conjonction avec les conditions de vie urbaines difficiles et la pauvreté. Donc, culture des pédigrés qui seront au centre de ce type d'analyse. Dernière caractéristique de cet eugénisme britannique qu'il nous faut retenir avant de s'intéresser à la configuration française, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on a souvent en tête, il s'agit d'un eugénisme dont l'orientation politique sera plutôt progressiste. Toute une partie des membres de la société d'eugénique seront ainsi liés à certaines des organisations du mouvement social-démocrate anglais, et par exemple ce sera le cas du succès du premier titulaire de la chaire Galton à Londres, Karl Pearson. Et l'une des manifestations de ce lien au mouvement progressiste de l'eugénique britannique sera le soutien que l'Eugenic Education Society accordera tout au long de son existence aux initiatives visant au développement du birth control, au développement de la contraception. Sur le plan politique, les initiatives de l'eugénisme britannique vont en fait, pour ce qui est spécifiquement de la recherche de mise en place de mesures eugéniques, entre guillemets, vont se concentrer sur la question de la stérilisation. Donc, de ce point de vue-là, comme en Allemagne, puisque la société va, tout au long des années 20 et 30, essayer d'impulser des débats parlementaires à répétition visant à la mise en place d'une loi de stérilisation. Bon, ces initiatives seront finalement sanctionnées par la non mise en place de telles lois, mais
il faut retenir que cette non-mise en place a plutôt été le fait du hasard que de la faiblesse du mouvement eugéniste, dans la mesure où, lors de du dernier débat parlementaire consacré à cette question, la défaite de l'Eugenic Education Society a été d'une défaite étroite. Donc, en conclusion, quelques traits à retenir. Un eugénisme de classe, un eugénisme ancré sur une vision de l'hérédité dans laquelle la statistique joue un rôle fondamental, une vision de l'hérédité dans laquelle la question de la gestion du social joue là aussi un rôle proéminent, et un eugénisme plutôt de gauche. Alors j'en viens maintenant à la configuration française. Et pour l'introduire, je voudrais vous présenter là aussi une image qui est une caricature d'un célèbre médecin français de la fin du XIXe siècle, le professeur Pinard, Adolphe Pinard, obstétricien, grand spécialiste donc de la naissance et de la reproduction, et membre de la Société française d'eugénique. Cette Société française d'eugénique est en fait fondée quelques années après son homologue britannique, à la suite d'un congrès international d'eugénique qui avait été organisé à Londres par précisément les Britanniques. Et les principaux protagonistes de la fondation de cette société française ont des profils à la fois intellectuels et sociaux très différents de leurs homologues britanniques. La société française, comme cette allusion à Adolphe Pinard vise à le rappeler, est avant tout dominée par les médecins. Et en particulier par les médecins de la reproduction, c'est-à-dire aussi bien les pédiatres, les obstétriciens, les gynécologues. Certes, ils ne sont pas les seuls, et on va par exemple trouver dans la Société française d'eugénique aussi des statisticiens, comme Lucien Marche, qui est à l'époque le responsable de la statistique générale de la France, ou des démographes, mais de façon prépondérante, la profession médicale est l'organisatrice ou l'initiatrice du mouvement eugéniste français. Et c'est ce trait que je voudrais prendre pour point de départ de la discussion d'aujourd'hui sur la configuration nationale française. Puisque je pense que cette particularité a eu des conséquences très importantes et que l'on peut dire que l'eugénisme est en France une idéologie de médecin. Une idéologie de médecins hygiénistes et natalistes, et dont la période d'essor majeur se situera durant l'entre-deux-guerres. Alors, comment ça va-t-il se traduire sur les deux terrains qui nous intéressent aujourd'hui, donc ceux déjà abordés à propos de la Grande-Bretagne, les relations aux sciences d'une part, et la pratique sociale et politique d'autre part. Si l'on s'intéresse aux explications qui ont été proposées pour lire les particularités de l'eugénisme français, on a en fait trois registres d'interprétation différents. Et ce sont ces trois interprétations que je voudrais brièvement discuter. Première explication possible de la spécificité française et de la relativement faible importance prise par les questions de sélection, par les programmes ou les perspectives de stérilisation ou d'organisation par l'État de la reproduction dans les écrits des eugénistes français. Cette première explication, c'est celle qui renvoie à l'état des sciences et aux formes de savoir ou aux formes de connaissance de l'hérédité qui vont être utilisées et mobilisées par les eugénistes français. Je veux dire l'idée selon laquelle, finalement, la France est lamarckienne et pas darwinienne. Et parce qu'elle est lamarckienne, elle accorde relativement peu d'importance à la sélection. Du coup, la vision de l'hérédité qui va dominer au sein de la Société française d'eugénique, comme parmi les naturalistes, zoologues, botanistes ou autres, c'est une vision de l'hérédité centrée sur la question de l'adaptation, sur la question des rapports entre l'organisme et les changements du milieu, et du coup sur les possibilités de la variation. Bon, ce qui se traduit par exemple par le fait que les
enjeux du développement et les problèmes du développement en particulier embryonnaire reviennent de façon marquée dans ses écrits. Néanmoins, si il est certain que l'on peut, pour nombre de naturalistes français, par exemple Émile Rebaud, parler d'un lamarckisme proprement dit, c'est-à-dire un lamarckisme qui va non seulement tourner autour de la notion d'adaptation, mais aussi admettre l'hérédité des caractères acquis, on n'a pas tout à fait le même angle d'approche, le même regard porté sur l'hérédité du côté des eugénistes et en particulier des eugénistes médicaux. Cela parce que l'hérédité pathologique est pour eux aussi, comme pour leurs collègues britanniques, c'est d'abord un destin, et un destin fort. En conséquence de quoi, les médecins eugénistes français, et c'est sur le point sur lequel je voudrais insister, vont inventer leur propre vision de l'hérédité. Une vision, une théorie dominée par les enjeux de santé publique, dominée par des notions comme celle d'hérédocontagion, dominée par la question de la transmission intrafamiliale. Et je voudrais prendre deux illustrations pour, là aussi, préciser de quoi il s'agit. La première, c'est le fait que cette vision de l'hérédité repose sur un déterminisme fort, ou en conséquence de quoi l'idée lamarckienne de variabilité et de malléabilité du vivant joue relativement peu de rôle. Et pour ça, je vais juste brièvement vous présenter en fait à nouveau l'un de ces pédigrés que l'on retrouvera en France comme en Grande-Bretagne, qui sont ces pédigrés qui combinent à la fois des caractères médicaux, l'existence ou la non-existence de telle ou telle pathologie, et des caractères sociaux ou comportementaux. Il s'agit du pédigré d'une famille de myopathes, publié au tout début du XXe siècle dans les annales de la Salpêtrière. Et dans cette famille, la dernière génération est celle des personnes affectées de myopathie, mais l'existence de la dégénérescence à l'origine de cette forme d'hérédité pathologique est manifeste dans les générations précédentes par le fait que l'on y trouve une combinaison entre des maladies identifiées et toute une série de faiblesses. Par exemple, le fait que la mère de la malade, tout en étant intelligente et active, est marquée par des attaques de nerfs à répétition. Ou encore le fait que, une génération plus tôt encore, le grand-père maternel est alcoolique. Ou encore le fait que la bisaïeule paternelle, religieuse pendant une partie de sa vie, meurt de folie à la Salpêtrière. Et l'idée est tout à fait conforme à ce que l'on retrouve chez les Britanniques, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, avec le temps, avec les générations, la qualité de la substance héréditaire dans ces familles va en se détériorant, y compris en interaction avec l'environnement, pour finir par cristalliser en pathologie héréditaire et congénitale. Donc, ce destin fort comme chez les Britanniques. Mais en même temps, la spécificité des Français, c'est d'effectuer une combinaison dans laquelle la transmission intrafamiliale et toutes les dimensions de la transmission intrafamiliale jouent un rôle crucial. Et du coup, contrairement à ce qu'on pourrait penser si on suit la piste de l'idée lamarckienne, les Français, les médecins eugénistes français, vont s'intéresser de très très près au mendélisme et vont proposer une lecture originale du mendélisme. Par exemple, ce que nous dit Eugène Appert. Alors Eugène Appert, c'est lui aussi un des responsables de la Société française d'eugénique. C'est l'un des principaux médecins pédiatres de l'hôpital des enfants malades. Et l'auteur de ce que sera dans l'entre-deux-guerres le principal manuel sur l'hérédité pathologique utilisé pour la formation des médecins. Et dans ce manuel, intitulé L'hérédité morbide, Eugène Appert nous dit
à propos de certaines maladies la chose suivante. Beaucoup plus rare est l'hérédité morbide similaire, c'est-à-dire la transmission par un ascendant à son descendant d'une maladie apparaissant chez ce dernier sous la même forme morbide que chez le premier. Donc là, une transmission à l'identique qui s'oppose à ce que l'on vient de voir sur la dégénérescence et l'aggravation progressive. Là, la pathologie est la même d'une génération à l'autre. Cette forme d'hérédité est toutefois la règle pour un petit nombre de maladies rares connues sous le nom de maladies familiales. Ces faits constituent l'exception. Et il s'agit là, en fait, d'un ensemble de maladies qu'Appert va mettre, par ailleurs, en relation avec la transmission mendélienne. Ces maladies familiales sont celles pour lesquelles on va pouvoir parler de transmission de caractère dominant ou récessif. Donc ces faits constituent l'exception. Nous devons néanmoins les étudier en premier lieu car ils constituent la forme la moins complexe de l'hérédité morbide. Donc l'hérédité mendélienne est là, le point de départ et la norme. Mais cette étude des maladies familiales ne répond qu'à un tout petit coin du vaste champ de l'hérédité morbide. Ainsi, quand le père s'est imprégné d'alcool, il engendrera un fils qui sera différent du type habituel de la lignée. Il tendra à dégénérer, et cela parce que le spermatozoïde dont il est né, ou plutôt la cellule testiculaire dont il dérive, a subi pendant son séjour dans l'organisme paternel des actions nocives dues au mauvais état de cet organisme. Donc là, la transmission qui est intéressante est à la fois celle de la transmission formelle des particules héréditaires au sens mendélien, et tout autant ce qu'il se passe dans la genèse à la fois des cellules reproductrices et des embryons ou des fœtus. On a donc un ensemble qui inclut la globalité des phénomènes de transmission, y compris dans leur dimension physiologique ou de développement, avec cette conséquence que l'hérédité qui va être considérée comme la plus importante par Appert et par ses collègues sera celle de l'hérédocontagion, c'est-à-dire de la combinaison entre finalement cette transmission du germe et la possibilité de survenue dans le cours de cette transmission de phénomènes infectieux où les agents infectieux pourront même se retrouver eux-mêmes transmissibles par le biais de la génération. Et au centre de la réflexion sur l'hérédocontagion se trouvent deux pathologies, la syphilis et la tuberculose. Deux pathologies qui, pour les eugénistes français, expliquent le pourquoi les maladies familiales sont considérées comme un petit continent isolé et finalement de peu d'importance, parce que ces deux pathologies, syphilis et tuberculose, sont les grands fléaux de santé publique, sont les cibles principales de l'intervention et d'une certaine façon, ce qui préoccupe les eugénistes comme leurs homologues hygiénistes. Et là, on en retrouve une caractéristique de l'eugénisme français qui l'oppose profondément à la situation britannique, qui est le fait qu'il s'agit d'un eugénisme dans lequel les questions d'hygiène ont une dimension cruciale, où il y a un continuum et des liens très étroits entre eugénisme et hygiénisme. Et la manifestation la plus parlante ou la plus visible de ce continuum, ce sera le fait que les eugénistes français, la Société française d'eugénisme ne cessera de parler de la tuberculose, ne cessera de parler de l'hérédité de la tuberculose en parallèle à sa dimension infectieuse et se retrouvera en alliance avec les différents mouvements de lutte contre la tuberculose dans la prise en compte de toute une série de mesures. Par exemple, parce qu'il s'agit de transmission intrafamiliale, très souvent, les mesures visant à séparer mère et enfant dans les situations où la mère est elle-même infectée et risque du coup de contaminer ses enfants. Donc un eugénisme dans lequel la vision de l'hérédité est profondément marquée par ces questions de l'hérédocontagion et de la santé publique. Alors, on a un deuxième registre d'explication de la spécificité française. C'est un registre, disons, plus social ou plus professionnel, qui consiste à renvoyer la prépondérance
les formes prises par l'eugénisme plutôt, les formes prises par l'eugénisme en France au statut des médecins, et en particulier au fait qu'il s'agit d'une profession libérale. L'idée peut être résumée de manière rapide de la façon suivante, c'est que finalement, les médecins français sont avant tout des médecins et des professionnels libéraux, des notables, et il y a toute une littérature extrêmement intéressante sur le rôle que les médecins jouent dans la Troisième République, et en particulier comme notables locaux. Donc, qui appartiennent à cette République des notables libéraux, et qui, du coup, vont se retrouver extrêmement réticents à toute mesure visant à renforcer les contrôles étatiques, l'intervention administrative ou toute forme de mise sous tutelle de la pratique professionnelle. Bon, et à l'arrière-plan de cette lecture ou de cette interprétation, on peut invoquer l'histoire très difficile de la santé publique dans le contexte français. Si l'on suit les pérégrinations du mouvement hygiéniste entre la fin du XIXe siècle et les années 20-30, on ne peut par exemple qu'être frappé du fait que l'ensemble des lois destinées à organiser la santé publique dans le contexte français seront peu ou pas du tout appliquées. Par exemple, la loi créant ou faisant obligation aux municipalités de créer des bureaux d'hygiène. Ou encore les lois visant à instaurer des formes de déclaration obligatoire de certaines maladies qui seront vivement opposées, enfin, auxquelles seront vivement opposés la majorité des médecins et qui aboutiront par exemple au fait que cette déclaration obligatoire restera lettre morte dans de très nombreux cas. Donc, de façon générale, une profession médicale hostile à l'État et privilégiant l'exercice libéral de la médecine. Et avec cette conséquence que lorsqu'il s'agira de mesures eugéniques ou d'adoption de formes d'intervention visant à organiser la reproduction des plus aptes, eh bien, les médecins français résisteront de la même manière. L'exemple, là aussi, le plus significatif de ce trait est la trajectoire compliquée et difficile de la loi sur l'examen prénuptial. L'idée selon laquelle une des mesures eugénistes que la Société française d'eugénie devrait soutenir serait l'organisation d'un examen prénuptial, remonte en fait aux discussions du tout début des années 20. Et à cette époque, un projet de loi est rédigé par Adolphe Pinard, dont je vous parlais précédemment. Et ce projet de loi disait simplement la chose suivante dans son article 1er. « Tout citoyen français voulant contracter mariage ne pourra être inscrit sur les registres de l'état civil que s'il est muni d'un certificat médical daté de la veille, attestant qu'il ne présente aucun symptôme appréciable d'une maladie contagieuse. » Alors, notez ce rapport avec donc les étroits entre hérédité et contagion qui fait que ici la cible invoquée est une maladie contagieuse. Bon. Cette proposition de loi émanant de la SFE sera en fait très fortement critiquée dès sa rédaction et les médecins invoqueront à la fois dans le débat parlementaire et dans les textes, par exemple ceux de l'Académie de médecine touchant à cette question, 4 types de problèmes pour refuser l'adoption l'organisation d'un tel examen prénuptial. Premier motif de refus, ce sera l'invocation du secret médical et du fait que mettre en place un tel dispositif reviendrait à violer le secret médical de la même façon que la déclaration obligatoire des maladies était conçue comme une violation du secret médical. Deuxième motif de refus, la volonté de ne pas voir le médecin dans son cabinet fonctionnariser et voir un tiers intervenir dans le colloque singulier entre médecin et malade.
Et à l'arrière-plan, bien sûr, la question de l'exercice libéral est évidemment présente. Et les deux derniers motifs de refus sont plus techniques, portant sur l'inefficacité éventuelle d'une telle mesure et surtout le flou de l'invocation ou de la référence faite à un symptôme appréciable d'une maladie contagieuse. Sous l'effet de ces critiques, la proposition de loi de la SFE ne sera jamais adoptée. Elle viendra en lecture sous différentes configurations plusieurs fois durant les années 20 et 30, mais elle ne sera jamais adoptée. Elle ne deviendra réglementation effective qu'avec le régime de Vichy en 1942, lorsque donc sera mis en place l'examen prénuptial obligatoire, mais là aussi sous des formes très atténuées par rapport à la version visée par Pinard et par les eugénistes, puisque le secret sera respecté. Il s'agira simplement d'un certificat de visite ne donnant aucune indication quant aux résultats de l'examen effectué. Et du coup, la première objection sur le secret médical tombera d'elle-même. Donc, une certaine pertinence de cette lecture par le poids de la profession médicale en tant que vecteur de forme de résistance à un eugénisme privilégiant l'intervention de l'État. Et puis la troisième piste d'interprétation qui a été invoquée pour réfléchir sur la spécificité française, et c'est celle sur laquelle j'insisterai le plus aujourd'hui, c'est la question démographique et l'ampleur qu'elle a dans la France de l'entre-deux-guerres, du fait de son intensification après la Première Guerre mondiale. Bon, il s'agit d'une petite image pour se souvenir de ce qu'est le natalisme français dans la période qui nous intéresse. Je rappellerai juste brièvement que la Première Guerre mondiale constitue un choc sur le plan de la perception des questions démographiques, un choc très important, mais que ce n'est pas elle qui crée le débat démographique en France. Celui-ci naît à la fin du XIXe siècle, autour des années 1880, autour de la notion selon laquelle la France ferait face à un déficit démographique croissant lié à la réduction progressive des taux de natalité, phénomène dont on prend conscience à la fin du XIXe siècle, mais que les démographes retracent ou donnent une origine à la Révolution française et au début du XIXe siècle. En tout cas, les années 20 voient une intensification ou une visibilité accrue de cette question démographique qui va par exemple se manifester par le vote de la loi de 1920, qui durcit considérablement la répression contre, d'une part, l'avortement et d'autre part, la propagande en vue pour les moyens contraceptifs. Dans ce contexte, et c'est l'argument qu'ont défendu les historiens qui placent au centre de la spécificité de l'eugénisme français le problème du natalisme, dans ce contexte, la question n'est finalement pas tellement de trier les populations à naître. L'enjeu pour la plupart des experts n'est pas de sélectionner, de trier, mais au contraire de faire naître. Pour reprendre l'expression de William Schneider, l'enjeu c'est la quantité et pas la qualité des populations. D'où cette faible inclination à l'endroit de toute mesure qui serait des mesures d'ordre sélectif, d'où, par exemple, ce trait qui oppose très fortement l'eugénisme français à son homologue britannique, c'est-à-dire le refus des eugénistes français de prendre en compte une quelconque forme de promotion du contrôle des naissances. Alors, le fait que cet enjeu ait un caractère primordial va
se retrouver de différentes manières dans la pratique des eugénistes français. La première manière, c'est simplement le fait que toute une partie des fondateurs et des promoteurs de la Société française d'eugénique sont aussi actifs dans les associations démographiques, par exemple l'Alliance nationale contre le dépeuplement de la France. Mais aussi dans le fait que les textes de la Société française d'eugénique vont reprendre une série de thèmes communs au milieu nataliste. Par exemple, la critique des modes de vie urbains au profit de la ruralité, de la vie dans les campagnes, plus saine, plus adéquate à un développement démographique et à la survie des populations. Ou encore l'impact de la guerre et le refus de l'immigration. Mais une autre façon dont se traduit l'importance de l'enjeu démographique et nataliste, c'est finalement l'alliance entre la médecine de la reproduction, son héréditarisme et la question du faire naître. Et cette alliance va prendre l'aspect d'une insistance très forte des eugénistes français sur la question de la famille et de l'unité mère-enfant, à la fois comme cible de l'analyse et cible de l'intervention, donc aux deux niveaux à la fois. Et c'est ce que l'on retrouvera par exemple dans les discussions sur la tuberculose et ses formes héréditaires, comme je le mentionnais auparavant. Alors, finalement, pour essayer de donner une idée de la manière dont les trois facteurs que j'ai mentionnés, ou les trois éléments d'interprétation, l'organisation de la profession, la question démographique, ou l'enjeu nataliste, et les formes des savoirs sur l'hérédité, ont joué ensemble pour se combiner et donner cette coloration particulière à l'eugénisme français, je voudrais juste suivre une trajectoire particulière, un itinéraire, qui est celui d'un autre pédiatre, pas Appert, mais Raymond Turpin, qui est un pédiatre qui va d'abord travailler à l'hôpital Saint-Louis, puis à l'hôpital Trousseau, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et Raymond Turpin va développer une approche de l'hérédité pathologique dans laquelle on retrouvera des composantes de chacun de ces facteurs interprétatifs de la spécificité de l'eugénisme français. Par exemple, Raymond Turpin va s'intéresser de près au rôle des mutations. Donc là, reprendre une forme de génétique extrêmement up-to-date, on pourrait dire, donc au goût du jour et de l'époque, et essayer de comprendre comment les mutations, tout en étant des facteurs liés au hasard, dont les causes n'ont pas de lien direct avec les effets, tout en étant donc des facteurs dont l'occurrence est liée au hasard, les mutations participent du phénomène de dégénérescence. Et par exemple, cette idée, Turpin avancera cette idée que les mutations n'interviennent pas de façon identique dans les différents milieux et qu'une certaine forme de dégénérescence, pourrait-on dire, de la matière héréditaire peut elle-même faciliter le phénomène de mutation et du coup l'apparition de phénomènes pathologiques. La deuxième chose, c'est que Raymond Turpin reprendra la transmission mendélienne comme règle générale, mais en l'associant à la notion de prédisposition, et en particulier de prédisposition à ces grandes pathologies que sont la tuberculose ou la syphilis. Enfin, la question des influences maternelles joue ou revient comme un leitmotiv dans ces réflexions sur la transmission. Et la manière dont tout cela se combine et finit par former un tout relativement cohérent est bien illustrée par le travail que mène l'équipe de Raymond Turpin sur le mongolisme. Donc,
durant la seconde moitié des années 30, Turpin et ses collaborateurs, qui ont donc à l'époque une consultation des maladies congénitales à Saint-Louis, vont suivre toute une série de familles ayant des enfants mongoliens. Et l'enquête porte sur plusieurs aspects à la fois. Il va d'abord s'agir d'essayer de repérer si dans ces familles, on a une série de signes annonciateurs du mongolisme. Alors, signes annonciateurs qui sont d'abord d'ordre morphologique. Bon, à l'époque, le mongolisme est caractérisé par une série de traits qui servent au diagnostic donc des enfants mongoliens lorsqu'ils sont très jeunes. Et parmi ces traits, qui sont ici reproduits sur une photographie d'un des manuels d'hérédité pathologique britannique, vous avez la langue plicaturée, la forme des yeux, donc avec l'épicanthus, le strabisme ou les fissures sur les lèvres. Bon. Et ce sont ces traits morphologiques de ce qui s'appelle à l'époque la série mongolienne qui vont être recherchés par l'équipe de Turpin chez les antécédents, les parents ou les apparentés d'enfants mongoliens. Et par exemple, aboutir à une série d'articles dans lesquels Turpin et ses collaborateurs indiquent que la langue plicaturée est en fait un caractère mendélien à transmission dominante. Bon, et qui peut servir de signe annonciateur. Deuxième façon dont l'hérédité ou la génétique de l'époque va se lier à la perspective propre aux eugénistes français, ça va être le fait que Turpin et ses collaborateurs vont chercher des prédispositions sous la forme de l'apparition de certaines pathologies. Et par exemple, chercher des corrélations statistiques entre l'occurrence du mongolisme et celle de la tuberculose chez les antécédents, avec un succès modéré. Et enfin, dernière illustration de cette combinaison, ce pourquoi l'équipe va rester célèbre dans les années 30, l'exploration de la physiologie mère-enfant, de cette unité combinée autour de génération et du phénomène de reproduction, avec l'analyse de la distribution ou de la fréquence du mongolisme en fonction de l'âge de la mère, et qui aboutira à cette idée que l'on présentée dans cet article, que les mères d'enfants mongoliens ont un âge significativement plus élevé que les autres. Et du coup, le fait que plus la grossesse est tardive, plus la fréquence du mongolisme va devenir importante. Donc, et qui sera interprété par Turpin comme un phénomène pathologique résultant de la faillite de l'interaction physiologique mère-enfant et du coup du développement anormal qui en résulte. Donc, articulation sur le plan des savoirs, de la vision de l'hérédité, articulation aussi sur le plan des pratiques politiques, puisque l'on retrouvera Turpin autour, comme l'un des artisans de la rédaction de la loi de 1942 sur l'examen prénuptial, et en conformité avec ce que je vous disais sur les grandes cibles et les priorités de l'eugénisme français, cette loi va considérer d'une part la famille comme unité d'intervention et prendre pour objet avant tout la lutte contre la syphilis et la tuberculose. Alors j'en viens maintenant au dernier point de cette présentation d'aujourd'hui, à savoir la question de l'après-guerre, des continuités entre cet eugénisme de l'entre-deux-guerres, avec toutes ses particularités, et puis la génétique médicale et la façon dont elle se développe en France après la guerre. Bon, la première chose à dire, c'est que d'une certaine façon, pour les mouvements eugénistes, la Seconde Guerre mondiale
constitue un moment de rupture important et un choc important. Non pas qu'il n'y ait pas eu des formes d'érosion de la légitimité, en particulier de la légitimité scientifique des eugénismes dans les années 30, mais tout cela prend une ampleur et cristallise dans l'après-guerre, précisément du fait du lien entre la politique des nazis et les différents eugénismes. Et ça se traduira par exemple par les changements de nom des sociétés d'eugénique, c'est le cas aux États-Unis. Ça se traduira parfois par la disparition pure et simple de ces sociétés d'eugénique, et c'est ce qui arrive en France. La Société française d'eugénique disparaît en 1945. Ça se traduira aussi par des réalignements et des réinterprétations. Et là, je voudrais, pour quelques secondes, revenir sur la configuration britannique pour vous présenter l'un de ces réalignements, l'une de ces reconfigurations. En 1946, le titulaire de la chaire Galton, donc la chaire d'eugénique à University College, change. Ce titulaire celui qui prend la place du statisticien Ronald Fisher, donc qui avait été à la fois un critique et en même temps un des piliers de la Société britannique d'eugénique. Ce remplaçant est Lionel Penrose. Lionel Penrose, qui est un médecin qui s'est illustré dans les années 30 par l'organisation d'une grande enquête sur la maladie mentale et en particulier son hérédité basée sur l'observation des patients d'un très grand asile du sud-est de l'Angleterre à Colchester. Et étude dans laquelle Lionel Penrose avait identifié une maladie héréditaire particulière à transmission mendélienne, qui était la phénylcétonurie, pour laquelle il avait donc à la fois spécifié ce qu'étaient ses caractéristiques biochimiques et aussi son mode de transmission héréditaire. Et en 1946, au moment où il est nommé à la chaire d'eugénique, Penrose fait un discours inaugural dans lequel il va se servir de la phénylcétonurie pour proposer sa vision de ce qu'il appelle un nouvel eugénisme. Un nouvel eugénisme qui va se situer en opposition à l'ancien eugénisme sur plusieurs plans. Premier plan, c'est l'abandon de l'idée de mesures autoritaires de contrôle de la reproduction. Deuxième plan, c'est la revendication d'une légitimité scientifique nouvelle, centrée sur l'étude des pathologies mendéliennes, de leur transmission, de leur base moléculaire. Et la phénylcétonurie étant du coup un exemple parfait. Et troisième élément de la rupture, c'est du coup le fait de proposer une médicalisation du contrôle de l'hérédité pathologique, médicalisation qui prendra la forme, dans le texte de Penrose, d'une insistance sur, premier temps, l'évaluation statistique des risques et des probabilités de transmission de la maladie, et deuxième temps, donc faite sur la base des connaissances génétiques, et deuxième temps, la proposition d'une forme de conseil génétique destiné aux futurs couples reproducteurs, destinés aux parents ou aux apparentés dans les familles, et dont les seules mesures qui peuvent être proposées sont de l'ordre d'un contrôle volontaire des naissances, contrôle volontaire qui peut aussi bien passer par le non-mariage que par des formes de contraception. Donc la configuration, le nouvel eugénisme proposé par Penrose est un eugénisme dans lequel les dispositifs législatifs et les politiques de l'État au sens large n'ont plus qu'un rôle mineur au profit de l'intervention médicale, et d'une intervention médicale informée par la génétique du moment. Donc, un moment de rupture important à la fin de l'après-guerre. Pourtant, quand on regarde la configuration française, on ne peut qu'être frappé par les continuités qui lient la génétique médicale qui se développe dans l'après-guerre à ce que je vous ai décrit pour la période de l'entre-deux-guerres.
Et là encore, ce jeu des continuités et des discontinuités peut être bien perçu en suivant notre protagoniste précédent, en suivant à nouveau Raymond Turpin. À la sortie de la guerre, Raymond Turpin donc, est toujours à l'hôpital Trousseau et abandonne toute fonction officielle du côté d'un mouvement eugéniste qui est en déshérence et va se consacrer à la mise en place de ce qu'il va appeler le centre de progénèse. Et c'est ce concept de progénèse qu'il va mettre en avant à la place de celui d'eugénique durant tout l'après-guerre. Alors la progénèse, c'est quoi? C'est une science dont les objets sont la connaissance et la promotion de tous les aspects de la reproduction. Qu'il s'agisse de la transmission héréditaire, de la connaissance des modes de développement du fœtus, de la physiologie, et dont l'enjeu est, comme le terme de progénèse le suggère, celui de la promotion de la reproduction. Et dans ce centre de progénèse, on y fera à la fois de la recherche, de la consultation et, de façon moins importante, des formes d'aide et de conseil aux familles. Indice supplémentaire de la continuité avec les problématiques de l'entre-deux-guerres, les manuels que rédige Turpin pendant cette période portent bien sûr, comme ceux des Britanniques, pour partie sur les maladies familiales mendéliennes, en particulier les anomalies du métabolisme, autour desquelles se centre cette nouvelle génétique médicale. Mais en continuité avec l'entre-deux-guerres, il s'agit aussi de la prédisposition aux grandes pathologies. Et l'un de ses principaux manuels sera centré sur non seulement la tuberculose, la syphilis, mais aussi un certain nombre de pathologies qui, dans la situation de l'après-guerre, ont une importance nouvelle, qu'il s'agisse du cancer ou des formes d'allergies et de maladies immunitaires. Donc, progénèse et prédisposition, on est là dans un univers à la fois intellectuel et de pratique, très fortement lié à la période des années 30. Mais en même temps, les années 50 sont des moments où le contexte change profondément. Le contexte dans lequel s'exerce la médecine. Et du coup, si l'on prend au sérieux les 3 pistes d'interprétation que je signalais auparavant, on doit être amené à conclure que tout ne va pas rester à l'identique. Indice de ces discontinuités du contexte et du social, le fait que, par exemple, la situation des médecins et l'organisation du système de santé est en évolution rapide et profonde du fait de la création de la sécurité sociale et de la mise en place de nouvelles formes d'accès aux soins plus systématiques, plus organisées, profitant à des populations qui jusqu'ici n'en avaient pas bénéficié. Et une des traductions de ces changements sur le plan de la médecine de la reproduction, ce sera par exemple la mise en place, le début des années 50, des centres de protection maternelle et infantile. Et dans ces centres, on a une vision de ce que sont les objectifs de la médecine et de la santé publique qui est très différente de ce que l'on pouvait voir du côté du mouvement eugéniste, puisque dans les centres de PMA, l'enjeu sera à la fois de donner accès aux soins, avant tout, en particulier aux soins permettant de traiter les infections néonatales. Et deuxième chose, les centres de PMA accorderont une très grande attention, je dirais, aux inégalités sociales devant la maladie, et en particulier au développement des possibilités d'accès
aux thérapies des classes défavorisées. Donc, un ethos, c'est une vision de la santé d'un ordre très différent. Donc, on aura, et à un autre niveau, les discontinuités du contexte se retrouvent par exemple dans le fait que l'horizon scientifique se recentre sur le laboratoire, se recentre sur la médecine expérimentale, se recentre sur ce qu'on peut appeler la biomédecine de l'après-guerre. Avec cette traduction dans le contexte français, que cette biomédecine va être promue et développée principalement à l'initiative des agences de recherche que crée l'État dans l'après-guerre, qu'il s'agisse du CNRS, de l'INSERM, de l'Institut de la recherche agronomique, et que dans le cadre de ces agences, où travaillent des figures qui sont celles de chercheurs à plein temps, l'activité expérimentale va se développer de manière relativement déconnectée de la prise en charge clinique. D'où le fait que l'on aura, au sein de ces organismes, et en particulier de celui qui s'occupe de la recherche médicale, qui est à l'époque l'Institut national d'hygiène, on aura une forme de recherche sur la transmission héréditaire, et en particulier sur les maladies héréditaires, qui se développera sans grande prise en compte et sans grande connexion avec les possibilités d'innovation médicale, avec les applications, que ce soit en termes de diagnostic ou de thérapie. Et une illustration de ce qu'on peut appeler une fondamentalisation de l'étude de l'hérédité sera le travail réalisé par un groupe lié au pédiatre Robert Debré aux enfants malades, groupe dirigé par Maurice Lamy et qui portait sur la même pathologie que celle que je vous avais montrée précédemment, c'est-à-dire la myopathie. Et là, en l'occurrence, l'étude de la transmission héréditaire de la myopathie de Duchenne aboutira à l'identification d'un mode de transmission mendélien, à une hypothèse d'interprétation biochimique et métabolique de l'origine de ces myopathies. Bon, là, il s'agit de certains des arbres généalogiques qui avaient été collectés et correspondant aux familles observées durant cette étude, et que l'ensemble de ces hypothèses génétiques et biochimiques seront poursuivies et élaborées quasiment en toute autonomie de la prise en charge éventuelle des familles. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, à ce que l'on trouvait dans les textes de Penrose que je vous mentionnais auparavant, la question du conseil génétique n'apparaîtra pas dans la pratique de cette unité jusque très tard dans les années 60. Donc, changement de contexte, d'un côté développement du système de soins, de l'autre fondamentalisation des horizons de recherche. Excusez-moi, pourriez-vous conclure de façon à laisser un peu de place au débat? Merci. Très bien. Donc, on se traduit. Donc, je vais juste indiquer comment finalement ces reconfigurations vont déboucher sur un jeu de continuité et discontinuité avec la façon dont la trisomie 21 va apparaître sur la scène et va non seulement prendre la place du mongolisme, mais aussi devenir l'épicentre autour duquel la génétique médicale va devenir en France une affaire pratique. Et tout se déroule dans une grande mesure au sein du laboratoire dirigé au départ par Raymond Turpin et dans lequel travaille un généticien, un médecin et généticien de l'après-guerre qui est Jérôme Lejeune, et dans lequel le mongolisme, d'abord abordé sur la lancée des études de l'entre-deux-guerres, va être redéfini comme une pathologie chromosomique, comme une pathologie liée à la présence d'un chromosome surnuméraire, le chromosome 21.
Et paradoxalement, parce que cette unité est aussi celle qui hérite le plus directement des spécificités initiales de l'eugénisme français, le développement dans les années 60 de formes de diagnostic prénatal de la trisomie 21, basées sur la conjonction entre le recours à l'amniosynthèse et l'utilisation du cariotype, va être vécu dans cette unité, en particulier par Jérôme Lejeune, comme une catastrophe, comme quelque chose qui s'oppose à la vision de la médecine de la reproduction qui était la sienne, et une vision qui était centrée sur cette promotion du faire les enfants, centrée sur le soin et la possibilité d'intervention thérapeutique. Du coup, Jérôme Lejeune va s'engager pour des raisons qui sont certes pour partie des raisons religieuses, mais aussi pour partie des raisons médicales qui tiennent aux continuités de cet eugénisme à la française, va s'engager dans une croisade contre l'avortement à la fois, bien sûr, celui de l'interruption volontaire de grossesse, mais aussi, dans une large mesure, l'avortement thérapeutique et sur prescription médicale. Donc, 2 mots de conclusion. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre aux 2 questions que je posais initialement ? Première réponse, oui, il y a bien un eugénisme français, il y a bien une variante particulière, nationale, qui tourne autour de ces caractéristiques que j'ai mentionnées à plusieurs reprises. C'est un eugénisme médical, hygiéniste, centré sur une physiopathologie de la transmission, et du coup, ça va être un eugénisme nataliste et non sélectionniste. Et le phénomène a des origines à la fois sociales, politiques, mais aussi de l'ordre des cultures médicales. Deuxième réponse, oui, il y a de fortes continuités entre eugénisme et génétique médicale. Des continuités qui sont dans la configuration française d'autant plus visibles et parlantes que la manière dont la médecine de la reproduction s'est liée à la médecine de l'hérédité amenait à insister sur la prise en charge clinique, les rapports avec l'hygiène. Bon, et pour finir, on peut dire, 3e temps, l'après-guerre crée malgré tout progressivement des formes de discontinuité, et ces formes de discontinuité se retrouveront de manière la plus visible autour de la mise en place du diagnostic prénatal et de ce que Habermas appelle cet eugénisme libéral contemporain, que l'on peut pratiquement trait pour trait opposer à la configuration de l'entre-deux-guerres que je vous ai décrite précédemment. Merci.